AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour la liberté des femmes partout. On va en parler avec votre invité du jour qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio. Nous serons avec Shakiba Davoud, militante féministe afghane, fondatrice de l'association Le Cercle Persan. Évidemment, la liberté des femmes vous tient à cœur, Muriel. Oui, bien sûr. S'engager pour la liberté des femmes, c'est une évidence, et notamment en Afghanistan et en Iran. L'Iran et l'Afghanistan partagent un passé commun enraciné dans l'Empire perse qui, pendant des siècles, a uni ces deux régions sous une culture, une langue et une identité commune. Aujourd'hui, ces deux pays partagent une réalité tragique, celle de la répression absolue des droits des femmes. Deux des combats les plus emblématiques pour cette liberté se déroulent en Afghanistan et en Iran. Et bien que les contextes politiques diffèrent, les points de convergence entre la lutte des femmes afghanes sous le régime taliban et celle des Iraniennes contre leur gouvernement théocratique sont frappants. En Iran, les femmes luttent contre un régime qui les oblige à porter le voile, qui impose des lois strictes en matière de mœurs et de religion, des restrictions sur leur liberté personnelle et professionnelle. Dans une société civile relativement organisée, avec une population urbaine instruite, les Iraniennes mènent, malgré la répression, leur résistance de manière visible. Elles peuvent s'appuyer sur une longue tradition d'activisme civil et culturel, sur les réseaux sociaux et les manifestations pour amplifier leur voix. Depuis la mort tragique de Mahsa Amini en 2022, le mouvement Femmes, Vie, Liberté est devenu un cri de ralliement pour la quête de justice, de dignité et de droits égaux. En Afghanistan, la situation est encore plus extrême. Les femmes font face à une interprétation extrême de la loi islamique. Privées du droit de travailler, d'étudier, de s'exprimer en public, de se déplacer librement. Confinées à la sphère domestique, on ne doit plus voir leur visage, leurs mains, leurs chevilles, leurs yeux. En fait, 28 millions de femmes sont condamnées à l'invisibilité. Ces Afghanes ne peuvent résister que dans l'ombre, de manière clandestine. Toute forme de contestation conduit à des arrestations, des tortures, des exécutions. La lutte des femmes afghanes et iraniennes se rejoignent. Elles combattent un patriarcat institutionnalisé qui utilise la religion comme outil de contrôle. Dépossédées de leurs droits les plus élémentaires, de leur dignité, elles subissent une répression implacable. Le silence et l'oubli sont des ennemis mortels dans cette lutte des femmes. Bien que leur courage et leur force soient immenses, elles ne peuvent mener ce combat seules. Elles ont besoin de soutien clairement affirmé et de condamnation ferme de ces violations du droit humain. Elles doivent être soutenues ici et partout dans le monde. S'engager pour ces femmes, c'est s'engager pour la liberté de toutes les femmes. Eh bien, parlons-en avec votre invité qu'on accueille avec plaisir, Shakiba Davoud. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes militante féministe afghane. Vous êtes aussi la fondatrice de l'association Le Cercle Persan et vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Bonjour, Shakiba. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, vous êtes née en Iran de parents afghans. Vous avez quitté l'Afghanistan en 2009 après avoir été menacée. Vous avez mis en scène une pièce de théâtre, le Tartuffe de Molière à Kaboul. Ce projet, qui devait être un projet artistique, est devenu un symbole de résistance contre la censure et la répression, notamment après l'assassinat d'une actrice de la troupe. Vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé à ce moment-là et de l'impact de cet événement, de cette pièce de théâtre et des réactions qui ont suivi pour votre décision de quitter l'Afghanistan? Bien sûr, merci beaucoup Muriel de m'avoir invitée. Alors, comme vous avez évoqué, je suis née et grandie en Iran. Jusqu'à mes 19 ans, j'ai vécu dans la ville de Ispahan où j'ai pu fréquenter le théâtre de la ville et j'ai rencontré des comédiens, ce qui m'a fait que j'ai décidé soudainement de m'intéresser au théâtre, de lire des pièces de théâtre. C'était un rêve, mais je ne pouvais pas me permettre ce luxe d'aller jouer en tant qu'une femme réfugiée, une étudiante d'origine afghane, de faire du théâtre à cette époque-là. Mon père a été raflé par les gardiens de la République et on a dû retourner en Afghanistan. Au début de l'arrivée des OTAN et de l'armée internationale en Afghanistan, il y avait une ambiance de paix. On pensait qu'il y aura une sorte de paix pérenne et il y aura encore de prospérité qui va venir dans le pays, en Afghanistan. J'ai commencé à fréquenter l'université de Kaboul et où j'ai fait la rencontre d'Ariane Mouchkine en 2005 pour pouvoir participer dans un
stage de théâtre qu'elle donnait avec la troupe de Tête du Soleil. Et j'ai été acceptée par la suite en tant que comédienne. Et puis, je me suis formée à l'art du spectacle. Et puis, on a continué cette aventure. On a fait plusieurs pièces de théâtre, dont le Tartuffe de Molière. Mais par contre, cette pièce, on l'a adaptée un peu à l'environnement et à l'actualité de l'Afghanistan. On a essayé de critiquer un peu le régime des mollahs qui n'était pas encore complètement séparé de la politique. Parce que, comme vous savez, on avait toujours une république islamique en Afghanistan. Sauf que cette pièce n'a pas plu au groupe insurgé, aux talibans. Donc, on a commencé à recevoir des lettres de menaces, mais comme nous étions protégés par la France et on travaillait à la Fondation française de Kaboul, on pensait que ça ne sert à rien de s'inquiéter parce que de toute façon, ils ne vont pas pouvoir dépasser les portails et nous sommes en sécurité. Sauf que chacun des comédiens de la troupe était identifié. On savait où on habitait, quel était le rythme de nos répétitions. Et un jour, cette comédienne qui faisait membre de notre troupe, elle s'appelait Roya, elle a disparu. Soudainement, on a cru qu'elle a abandonné le théâtre, qu'elle ne vient plus à la répétition. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. 2 mois plus tard, la police criminelle est venue enquêter à la fondation. On nous a demandé si on avait plus d'informations à son sujet parce qu'ils avaient retrouvé son corps décapité dans une puits. Et malheureusement, c'était à cause de ses cousins talibans, justement. Donc, vous quittez l'Afghanistan et en 2022, vous arrivez en France. Vous arrivez en France en 2009 d'ailleurs. Et en 2022, vous fondez le Cercle Persan. Donc, c'est une association et vous avez ressenti le besoin d'aider les femmes afghanes en France dans leur processus d'intégration. En particulier, celles qui arrivent par le biais des demandes d'asile ou de regroupement familial. Comment vous les aidez, ces femmes afghanes qui se retrouvent en France ? Je pense que à travers mes expériences en tant qu'interprète à la Cour nationale de droit d'asile, à la CNDA et par la suite à l'OFPRA, j'ai pu fréquenter beaucoup de femmes et j'ai réussi à entendre en fait leurs cris, leurs problèmes, ce qu'elles vivent encore en France, mais dans un contexte familial très traditionnel. Je sais qu'après l'arrivée des talibans, il y a beaucoup de femmes qui ont dû quitter l'Afghanistan, aller se réfugier dans les pays limitrophes comme le Pakistan et l'Iran, attendre que leur mari les invite en France ou dans d'autres pays. Mais une fois arrivées, elles sont encore isolées parce qu'un nouveau pays, une nouvelle culture, la confrontation immédiate est un peu violente. J'ai compris qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent et qui tombent enceintes immédiatement. Il n'y a pas un plan ou une planning familiale pour pouvoir structurer un petit peu en fait leur arrivée. Je pense que la politique de l'accueil en France n'est pas forcément adaptée non plus à toutes ces formes de migration, en tout cas qui est une migration ou une exil forcé, parce que les femmes afghanes ne comptaient pas forcément s'exiler, quitter leur pays. Elles voulaient rester, sauf que malheureusement, les enjeux internationaux ont fait que les Américains ont laissé l'Afghanistan dans les mains des talibans suite aux négociations à Doha. Donc, ces femmes-là se retrouvent en France et elles ont beaucoup de besoins. Donc, l'accompagnement administratif, l'accompagnement juridique, dans le planning familial, pour apprentissage de la langue. Tout ce genre d'accompagnement est mis en place par différentes associations et j'essaie aussi, en tant qu'une franco-afghane en tout cas, de rajouter ma pierre à l'édifice.
Alors vous dites que beaucoup de femmes afghanes en exil continuent d'intérioriser les normes patriarcales. Donc c'est vrai là-bas, évidemment, puisque la loi des hommes est terriblement imposée. Mais même en France, elles ont du mal à s'extraire de ces normes patriarcales. Je pense que quand on vit dans un pays très traditionnel comme l'Afghanistan, parfois on n'a pas forcément conscience de ce que la société nous impose. Il y a certaines valeurs traditionnelles que la société impose aux femmes, et si elles ne les respectent pas, elles sont exclues, elles sont plus acceptées au sein de leur famille. Donc les belles-mères, par exemple, continuent à parfois opprimer leur leur belle-fille et leur imposer des choses où, par exemple, le coût des mariages est très très haut. On dépense plusieurs milliers de dollars pour marier dans des grandes villes les jeunes couples. Et je pense que ça vient aussi d'une idée que la femme est une marchandise. Quand on la marie, c'est comme une marchandise qu'on vend, et à la place, il faut la valoriser, il faudrait payer beaucoup d'argent. Et tout ça, moi, je considère que ça fait partie de cette culture patriarcale qui continue à exister en Afghanistan à cause de la tradition et la religion. Alors, on sait de la situation en Afghanistan, ce que les médias nous révèlent, parce que, évidemment, nous n'y sommes pas. Vous pensez que les femmes en Afghanistan peuvent continuer à résister face à cette violence qu'on leur impose, face à ce contrôle patriarcal? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez s'il existe encore des réseaux de résistance féminine qui existent malgré les risques terribles que les femmes encourent? Bien sûr, dès l'arrivée des talibans, il y a eu beaucoup de fronts de résistance qui ont été formés à la fois par des hommes et par les femmes. Les anciens combattants de l'armée ont formé des groupes armés pour résister contre les talibans, et les femmes ont décidé de sortir dans la rue, de crier non aux talibans, on n'accepte pas ce régime. Mais apparemment aujourd'hui elles peuvent plus le faire. Elles peuvent plus le faire, c'est difficile. Moi, j'ai encore vu quand même des manifestations qui ont eu lieu, mais de plus en plus, avec les nouvelles lois, les nouvelles restrictions, les femmes, en fait, le combat des femmes recule dans les maisons ou dans des cours. Il y a des cours qui se sont formés. Ça peut être des cours de théologie, des cours de couture, mais les femmes en profitent pour se retrouver et s'organiser, et puis poster des photos, des images, lire un peu leurs réclamations à la communauté internationale et les diffuser sur les réseaux sociaux. Ce que nous pouvons faire, c'est de les soutenir et d'être leur voix, de permettre de circuler cette voix à travers les médias, de ne pas les oublier. Alors, on sait en Iran que des hommes se sont engagés dans le mouvement des femmes en Iran. Est-ce que les maris, les frères, les filles de ces femmes en Afghanistan arrivent à les soutenir, ou est-ce qu'ils ont terriblement peur et ils ne le font pas? Je pense que quand les talibans ont compris comment ils peuvent contrôler en tout cas cette résistance en Afghanistan, parce que ce n'est pas non seulement les filles militantes qui sont arrêtées, verbalisées, emprisonnées, violées, mais les talibans s'en prennent aussi à leur famille, s'en prennent à leur père, à leur mari. Donc il y a malgré cela une partie des hommes afghans qui soutiennent leurs femmes, qui leur permet en fait de porter leur voix, de communiquer, de s'organiser, mais d'autres parties qui sont malheureusement peut-être très influencés par les talibans et préfèrent rester et vivre de façon traditionnelle. Alors je sais que vous avez évidemment des réseaux toujours en Afghanistan. Les tensions au Moyen-Orient qui existent aujourd'hui, qui sont devenues absolument très très fortes. Est-ce que ces tensions-là, vous pensez que ça accentue davantage la pression sur les femmes ?
Ah oui, je pense que oui. Je pense que les femmes sont les premières victimes, les femmes et les enfants. Et évidemment aussi la communauté LGBT qui fait partie des premières victimes de toutes les guerres. Il y a beaucoup de femmes afghanes qui sont réfugiées. Et évidemment, dès qu'il y a une guerre qui est déclenchée, on abandonne les femmes ou il y a encore plus de pression. Elles ont plus de responsables parce que les responsables sont obligés à aller soit en guerre ou sont extradés vers leur pays. Donc les femmes sont abandonnées. Elles doivent toutes seules s'occuper de la vie et de la famille, des enfants. Vous préparez un grand projet pour le 21 décembre, une pièce de théâtre avec des femmes afghanes, des femmes iraniennes, des femmes françaises. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, bien sûr. Alors moi, je pense que ce que nous entendons de loin de la France, c'est que la France est un pays de l'art et de la culture. Loin des stéréotypes dont j'ai toujours entendu parler, la baguette, etc., ou le fromage, ou le vin. Moi, la première chose dont j'ai entendu parler, c'était l'art, les musées, les spectacles, le théâtre, etc. Donc, comme j'étais une passionnée du théâtre, je pense que la meilleure manière pour moi de m'exprimer, c'est encore l'art de la scène. Donc, j'ai décidé, comme l'année dernière, de travailler avec les femmes réfugiées. Enfin, c'est pas que il n'y a pas que des femmes. J'ai pas envie de faire une distinction entre les femmes et les hommes. Il faudrait qu'on apprenne à travailler main en main, à cohabiter ensemble. Donc, cette pièce de théâtre va mettre en scène une des histoires de Shahnameh ou le livre des rois, qui est le plus grand chef-d'œuvre de Ferdowsi, qui a réussi à transcender un peu notre histoire et qu'aujourd'hui on arrive à encore vivre ça. Donc pour créer cette pièce, on a besoin de trouver des soutiens, de trouver des moyens techniques, payer des comédiens, faire des costumes. Je vais essayer de faire une campagne de crowdfunding pour pouvoir retrouver les moyens financiers afin de payer les artistes et vous permettre à vivre ce moment avec nous. Voilà. Merci Shakiba. Donc pour vous aider, c'est assez simple. Vous allez sur Google, vous cherchez le cercle persan et vous pourrez soutenir l'association de Shakiba Daoud, militante féminine afghane. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous Shakiba Daoud et merci à vous Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain sur Sud Radio. À dimanche, Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.